Les cinquième et sixième vidéos seront consacrées à l'implication des riches notables d'Amsterdam dans la société du siècle d'or. Elles comportent, selon moi, deux facettes. On les voit à la fois parader dans les guildes de milices urbaines et collaborer au contrôle de la société dans un souci de moralisation de la vie quotidienne. Avant de présenter la place des notables dans ces milices, il me faut d'abord revenir à la situation antérieure en 1578, date à laquelle Amsterdam s'est rallié à la révolte dirigée par Guillaume d'Orange contre l'Espagne. Pour cela, je me référerai à nouveau au plan de 1544 que j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, en gagnant le sud de la cité, là où le cours de l'Amstel digite pour constituer les deux bras qui limitaient l'ancienne ville, le Singel et le Clovenierburgwal. À cet endroit étaient en effet situés les sièges des trois guildes de milices chargées jusque 1578 de la défense de la cité, de la surveillance sur les remparts, mais aussi du maintien de l'ordre en cas de trouble. Les deux plus anciennes sont situées près du Singel. Elles comportent une maison où les membres de la guilde se réunissaient et un vaste espace d'entraînement appelé Doelen. Les guildes sont désignées selon les armes que ses membres portent. Ceux de la Handbogen-Gilden utilisent des armes à main. Ceux de la Voetbogen-Gilden se servent d'arbalètes qualifiées d'arcs de pied. Une troisième guilde de milices est apparue en 1520, la Cloveniergilden. Elle était composée de gens armés de mousquets. Leurs maisons et leurs champs étaient situés près d'une tour du rempart. Le plan de 1688 montre que les aires d'entraînement, les doelen des trois guildes, ont quasiment disparu et ont été lotis. Par contre, les maisons des guildes ont été conservées, comme le montrent les gravures présentées. Cette évolution est due à une transformation de la politique de défense de la cité, effectuée après 1578 sous l'impulsion de Guillaume d'Orange et du nouveau gouvernement calviniste. Les anciennes guildes de défense furent dissoutes et de nouvelles compagnies furent créées dans chacun des 20 districts que comptait alors Amsterdam. Ainsi naquit le système des schutteriges. Quelques-unes de ces nouvelles compagnies choisirent de se faire représenter en peinture sur des tableaux collectifs. J'ai choisi d'en présenter 4, car ils sont, selon moi, révélateurs de la place prédominante prise par les riches notables de la cité dans ces nouvelles structures. Voici par exemple le cas de la compagnie du 3e district, peint par Thomas de Keyser en 1632. Au centre est figuré le capitaine Alaert Kloek, son lieutenant et son enseigne vêtus d'un pourpoint jaune et tenant le drapeau de la compagnie. Le capitaine et son lieutenant sont nommés par la municipalité. L'un porte une épée, l'autre une pertuisane. Ils sont choisis parmi les notables. C'est pour eux un tremplin pour se faire connaître et ainsi accéder à de plus hautes fonctions. Les autres membres de la compagnie figurés sur le tableau sont aussi des notables. Cela découle de deux caractéristiques. D'abord, ils doivent acheter leur uniforme et leurs armes, ce qui limite nécessairement aux classes moyennes et supérieures leur recrutement. En outre, les portraits figurent les personnes telles qu'elles étaient réellement. En conséquence,
pour être représenté sur le tableau, il fallait payer le peintre. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir ce luxe. Ils voulaient qu'on se souvienne d'eux. C'est pourquoi leurs noms sont mentionnés sur le tableau. Ici, ils sont figurés sur 2 papiers posés sur le sol. Les autres membres du Schutteridge, qui n'ont pas les moyens de payer le peintre, étaient donc exclus du tableau. Le deuxième tableau, peint par Werner van den Walkerk, daté de 1625, représente la compagnie du capitaine Burg. Au centre, on retrouve l'enseigne, le capitaine portant une épée, le lieutenant tenant d'une main sa hallebarde et tendant au capitaine la liste des 11 membres de la compagnie figurés sur le tableau, afin que ceux-ci soient identifiés pour la postérité. Un de ces membres porte une hallebarde, un autre est armé d'une lance, plusieurs autres tiennent un mousquet à la main. L'un est même revêtu d'un plastron d'armure. Tous posent fièrement devant le peintre. 2 d'entre eux tiennent un livre ouvert qui comporte 2 illustrations. L'une figure un hallebardier, l'autre un rempart bastionné. Le tableau appelé La Ronde de nuit de Rembrandt entre également dans cette catégorie de peinture. On y retrouve la même structure que sur les tableaux que je viens de présenter. Au premier plan sont dessinés le capitaine Franz Banning-Kock et son lieutenant Wilhelm van Ruitenburg. Tout autour sont peints les membres de la compagnie. Les uns ont été capables de payer pour être présentés. Ils sont identifiés sur un panneau situé à l'arrière-plan. Les autres font office de figurants anonymes, servant à témoigner de la puissance de la compagnie. Les armes portées par les membres de cette Schutteridge sont variées. L'un tient à la main une hallebarde, beaucoup d'autres sont armés de lances. 3 sont représentés en pleine utilisation de leurs mousquets. L'un vient de tirer, comme en témoigne le nuage de fumée visible derrière le chapeau du lieutenant. Le second nettoie son arme en soufflant pour en chasser les résidus de poudre. Le troisième introduit de la poudre dans le canon de son fusil. La poudre lui a été fournie par un jeune garçon qui se tient à ses côtés. Sur ce tableau apparaissent aussi un tambour ainsi que le porteur de drapeau. Ce dernier est particulièrement bien mis en valeur. Il a été identifié comme un des commanditaires du tableau. À gauche, le tableau comporte 2 personnes sur un pont. Cela témoigne que la scène figure en extérieur. Peut-être représente-t-il le départ pour une ronde, mais qui n'est probablement pas de nuit. Le 4e tableau figure une autre facette des activités de la compagnie. Les membres des Schutteridge se retrouvaient en effet aussi pour des occasions conviviales et festives, et en particulier lors de banquets. Le tableau de Nicolas Elias Pichenois date de 1632 et figure la compagnie du capitaine Jacob Becker et du lieutenant Jason Roth lors d'une de ces fêtes. Les membres de la compagnie se sont rassemblés autour de la table où est assis le capitaine et son lieutenant. À l'exception du porte-enseigne, ils sont tous vêtus de la même manière, un habit noir et une collerette de dentelle ou une fraise, symbolique de leur appartenance à la classe des riches notables calvinistes. Sur la table sont figurés les plats. Il va de soi que seuls ceux qui peuvent payer leurs échos participent à ces repas. Ces banquets et ces activités conviviales se tenaient dans les grandes salles des 3 maisons des anciennes compagnies,
disparu après 1578. Là aussi étaient exposés les grands tableaux dont je viens d'en commenter certains. Ces maisons servaient aussi à héberger les hôtes de passage venus visiter la cité. La gestion de ces maisons était effectuée par 4 gouverneurs. Ces fonctions prestigieuses et honorifiques étaient évidemment aux mains de la classe sociale des riches bourgeois de la cité. Ainsi, la participation des riches notables aux chuteriges, outre leur intérêt pour la défense de la cité, possède un rôle social essentiel. C'est là où ces notables peuvent se retrouver et renforcer ainsi leur solidarité de classe. C'est là aussi où ils peuvent se faire connaître dans la perspective d'accéder à de plus hautes fonctions, tant dans le cadre des milices urbaines qu'à celui du gouvernement de la cité et même de la gestion quotidienne de leurs affaires.